Salut à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de À l'affiche. Ouais, c'est ce que je me disais. L'organisation, c'est pas ton fort. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'aurais pu au moins prévoir des sacs ou des tentes. Djihad, l'histoire de 3 jeunes hommes radicalisés, la pièce a été reconnue d'utilité publique ou l'art comme rempart à l'extrémisme. Devant l'ennemi. Depuis 50 ans, il questionne l'art et sa représentation. L'artiste Ben et ses œuvres drôles et provocantes sont au cœur d'une grande exposition. Enfin, ils sont 9 fois disques d'or, 3 fois disques de platine. Les Anglais de Bastille sont de retour avec un nouvel album. Ces affiches ont d'abord été interdites dans le métro de Bruxelles, considérées comme trop provocantes. Aujourd'hui, le spectacle est reconnu d'utilité publique. Djihad met en scène 3 jeunes radicalisés qui décident de partir en Syrie. Après avoir rassemblé plus de 45 000 spectateurs en Belgique et reçu le soutien du gouvernement belge, la pièce est à voir à Paris. Luc Brown a pu rencontrer l'auteur et metteur en scène Ismaël Saïdi. Et t'avais dit qu'on serait que 3, moi j'ai prévu pour 3 personnes des trousses toilettes. Wouah, stop, faut arrêter. Il faut qu'on arrête de chercher, on vient de la trouver. Elle est là, l'arme de destruction massive, elle est juste là en fait. Le sujet n'est peut-être pas le plus simple à traiter, surtout pour une comédie. C'est l'histoire de 3 Belges musulmans mal avisés qui se rendent en Syrie pour mener la guerre sainte. Pourtant, c'est avec humour que l'auteur et réalisateur Ismaël Saïdi tourne en dérision les méthodes de recrutement des extrémistes. La pièce ne se moque ni de l'islam ni des musulmans. La pièce se moque de l'ignorance de 3 gars. Il y a une vieille équation andalouse, c'est pas moi qui l'ai inventée, d'un vieux philosophe andalou qui disait que de l'ignorance naît la peur, de la peur naît la haine, et de la haine naît la violence. On ne peut pas s'attaquer que à la violence, il faut s'attaquer à l'origine qui est l'ignorance. La pièce rit de ça. Ils ont fait quoi, eux? Et le jeu ne masque pas la gravité de la situation. Bien au contraire, les acteurs n'hésitent pas à nommer ceux qu'ils tiennent pour responsables de leurs décisions mortifères. La responsabilité, elle incombe à tout le monde, elle est double, elle incombe aux communautés musulmanes qui doivent changer la manière dont cette religion est inculquée, aux jeunes et aux moins jeunes, et à la société qui doit essayer de créer le terreau favorable pour une vraie citoyenneté commune. Après quasiment 2 ans de représentation en Belgique, c'est la première fois que Djihad est joué à Paris. Et dans le contexte actuel, le moment semble bien choisi. Le théâtre a toujours été l'endroit où on contestait les choses. Et c'est bien l'endroit où il faudrait parler du djihad et de toutes ces polémiques et problèmes de société pour créer une forme de catharsis, c'est bien le théâtre. Ça parle de l'actualité, ça parle de maintenant, ça parle de plein de choses avec émotion. C'est le théâtre, quoi. Il faut dire que la pièce est basée sur une expérience réelle, celle d'Ismaël Saïdi. En tant qu'ancien policier et musulman, il connaît bien le processus de radicalisation. Sauf qu'il y a 20 ans, ce n'est pas en Syrie mais en Afghanistan que les apprentis djihad se rendaient. Dans la salle, certains spectateurs ont une impression de déjà-vu. Nous sommes parents d'un jeune qui est décédé probablement en Syrie en janvier. Forcément, on avait l'impression de le voir. En Belgique, le gouvernement a encouragé la représentation de cette pièce dans les écoles, car elle est l'occasion d'un débat nécessaire. Le débat était important, oui, parce qu'il fallait comprendre aussi pourquoi cette pièce est née. Si on n'arrive pas à comprendre l'émergence et le pourquoi du comment cette pièce a été créée, on a tendance à ne pas vouloir venir ou avoir un petit peu des idées un petit peu préconçues avant de venir. T'as mis quoi dans ta poche? Ce savant mélange entre humour belge et sujet d'actualité a déjà conquis plus de 50 000 personnes. La pièce est également en cours de traduction en anglais, hollandais, japonais et italien. Et elle pourrait bientôt être jouée à New York et au Canada. Et puis voilà des Anglais au nom bien français. Le groupe Bastille est de retour avec Wild World, l'un des albums les plus attendus de la rentrée sur la scène pop-rock. En 2013, Pompéi, l'un des titres de leur premier album, réunissait près de 350 millions de vues sur YouTube. Ludovic Defoucault et Mark Thompson les ont rencontrés lors de leur passage à Paris. Nous sommes Bastille. Je suis désolé, mon français est terrible là. Ok, let's go, send them off. Il y a 3 ans, leur premier album s'était vendu à 7 500 000 exemplaires aux États-Unis et au Royaume-Uni. Aujourd'hui, Bastille est de retour. Demons running around in my head, and they
Après un tel succès, le second album des Anglais, Wild World, a suscité beaucoup d'attentes. Je suis sûr qu'il doit y avoir des gens dans des bureaux quelque part qui aimeraient que cet album marche aussi bien que le dernier. Mais tout ce qu'on a vraiment voulu faire avec cet album, c'était de profiter de ce qu'on vivait. On espérait faire un autre album et on a réussi à le faire, donc on est content. Cette fois, le son de Bastille s'est enrichi. Les guitares ont fait leur apparition. Un instrument absent de leur premier album, une curiosité pour un groupe indie qui cherchait là une occasion de se démarquer. J'accordais ma basse plus haut que la normale et puis on utilisait des amplis de guitare et ça sonnait comme une guitare. Du coup j'ai dit mais je peux pas juste prendre ma guitare. Mais on est resté campé sur nos positions. Et la persévérance paye. Bad Blood des disques d'or dans 9 pays, platine dans 3 autres. Le single Pompéi devient un tube qui se hisse dans le top 10 de 18 pays autour du globe. Un succès mondial qui ne semble pas avoir fait tourner la tête des membres de Bastille. Le groupe aime faire ses disques lui-même et a l'habitude des tournées européennes au long cours depuis sa formation en 2010. Des voyages qui ont convaincu les membres du groupe de prendre la parole après la décision de leur pays de quitter l'Union européenne. La première fois qu'on est venu faire un concert à Paris, c'était juste nous avec un pote qui aidait à conduire. C'était trop facile. La liberté de mouvement, la liberté de travailler partout en Europe, tout ça, c'est quelque chose que nous avons vraiment pris pour acquis dans nos vies. Ça a toujours été la norme, et ce serait vraiment dommage si ça venait à changer. Mais le groupe n'a pas à s'inquiéter. Pour Bastille, l'aventure continue. De nombreuses dates à travers 20 pays sont prévues à partir de février prochain. Il est mondialement connu pour les produits dérivés de ses œuvres d'art. Il est surtout un avant-gardiste ayant marqué l'histoire de l'art de la seconde moitié du XXe siècle. Ben est à l'honneur au musée Aristide Maillol, une exposition consacrée aux premières années de l'artiste, mais aussi à ses œuvres originales spécialement créées pour l'occasion. Julien Sauvager a rencontré Ben pour nous. Dès le début de sa carrière, Ben, de son vrai nom Benjamin Vautier, s'amuse, questionne, choque, cherche de nouveaux moyens de s'exprimer et de créer. Digne héritier du mouvement Dada de Marcel Duchamp, il intègre le mouvement Fluxus au début des années 60 à Nice. Duchamp nous a permis de dire tout est art. John Cage nous a permis de dire la vie est art. La vie est art, ça nous a permis de prendre un bain dans une galerie et de dire c'est de l'art. Et la vie de Duchamp, ça nous a permis de ramasser un mégot, de le mettre par terre, de dire c'est une œuvre d'art. Donc, mais on n'est que des sous-produits là, des sous-produits de Duchamp et de Cage. Ben, un sous-produit qui inonde l'art de sa production pléthorique depuis près de 60 ans. Sa signature devient l'œuvre et la question de l'ego, l'un des thèmes centraux de son travail. Une mégalomanie qui n'empêche pas l'auteur de douter de tout, y compris de lui-même. Dans des phrases très courtes, il a dit, parler de ses angoisses. Pour moi, c'est un geste d'une force énorme de faire cette psychoanalyse au public de ses doutes, pas seulement des doutes sur l'art, mais aussi des doutes sur lui-même. Regardez-moi, ne me regardez pas. Une ambivalence, une soif de reconnaissance jamais assouvie qui le pousse à devenir l'iconoclaste de sa propre image, de son propre ego. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'ego? Il nous la ressasse, il nous la ressort, il nous la ceci, cela. Il a fait sous forme d'autocritique, il a fait sous forme d'introspection, il a fait sous forme de tableau, il a fait sous forme de « regardez-moi s'il vous plaît », il a fait sous forme de ceci, cela. Mais quel con! Une anxiété perpétuelle qui le pousse à innover en permanence, à réfléchir encore et encore sur la place de l'art dans la vie et de la vie dans l'art, marquant d'une encre indélébile une époque qu'il n'a jamais cessé de mettre en doute.
Et c'est la fin de ce numéro de À l'affiche. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Et pour refermer cette émission, Cartooning for Peace a 10 ans. L'association créée par Plantu et Kofi Annan pour soutenir les dessinateurs de presse du monde entier a choisi la Journée internationale de la paix pour publier le dessin de presse dans tous ses états. L'ouvrage est riche de près de 200 illustrations. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.